Il a été tout le temps cité dans la littérature marocaine, le théâtre, le cinéma, et même dans la chanson populaire. Et paradoxalement, il a peu bénéficié d'une documentation scientifique. Donc paradoxalement, l'hôpital Bourchid, on ne trouve pas de documents sur l'hôpital Bourchid. On peut trouver des documents sur tous les hôpitaux de l'époque coloniale du Maroc, mais quand on arrive à Bourchid, rien. Maroc médical, il y a une seule page en 1931 sur l'hôpital Bourchid, c'est juste pour annoncer le nouveau directeur. Alors, après le déclin des Bimaristans qui ont été bâtis par les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, malheureusement, ce sont les marabouts qui prenaient en charge les aliénés et leur liste est longue de Bouya Omar à Ben Hadi Ben Issa, ainsi de suite. Et avec l'avènement du protectorat, il y a eu cette nécessité d'une assistance psychiatrique, d'abord pour les militaires du protectorat, une question de coût pour éviter leur évacuation en France pour leurs soins, mais en même temps pour les indigènes, les Marocains. Donc pourquoi la localité de Bourchid a été choisie par les colons pour y bâtir l'hôpital Bourchid? D'abord, c'est une situation géographique particulière. Elle domine la Chaouia, elle permet du contrôle de l'Haouz. Et deuxièmement, il y a déjà une kasbah sur place qui a été utilisée par le Makhzen pour stopper l'insurrection contre le Makhzen, Bled Siba. Et donc le protectorat a repéré cette kasbah et il va faire au niveau de cette kasbah un camp militaire. Et en même temps, elle a été choisie pour ses caractéristiques climatiques qui sont favorables à une structure sanatoriale, un sanatorium. Et donc ça, c'est des photos de la campagne du Maroc, 1907-1908. Et il y a déjà un hôpital de campagne à Bourchid. Et déjà dans cette époque, 1907-1908, il y a des morts et des blessés parmi les troupes françaises. Et c'est une première structure de soins. Donc ce premier camp, l'hôpital de campagne, a été installé en 1914 et l'administration coloniale a été obligée de soigner ces malades mentaux dans cet hôpital de campagne. Une photo d'époque. Et les colons étaient un petit peu dérangés. Comment on va prendre nos malades mentaux à l'étranger? Et ainsi, il y a eu une mission qui a été déclenchée. C'est le docteur Lof et le docteur Sérieux qui ont fait un petit tour au Maroc. Et c'était plus pour protéger les Français contre la dangerosité des malades mentaux, entre guillemets, indigènes. Et c'était surtout pour traiter les Européens sur place et proposer une organisation de système d'alliance psychiatrique au Maroc. Le texte le rapport du docteur Lof Sérieux, dont le professeur Boudi l'a détaillé. Et donc, à la suite des conclusions de Sérieux et Lof en 1910, ça y est, l'hôpital de campagne de Bourchid commence à recevoir officiellement les malades mentaux dès 1919 et on va mettre à la tête de cet hôpital de campagne le docteur Demazel. Et Demazel a visité ces défrages en 1921 et son rapport a été, pratiquement la totalité du rapport a été lu par Si Benjeloun. Alors là, un petit hôpital de campagne et ça va devenir une gigantesque structure psychiatrique. 30 ans après, elle va occuper 36 hectares. Là, dans les archives de l'hôpital, qui
toujours conservés, mais malheureusement dans des conditions de conservation précaires. On trouve par exemple le médecin-chef de l'hôpital l'hôpital militaire de Meknès, va évacuer sur l'hôpital Marie-Feuillet de Rabat pour évacuer sur Brachid tel malade, une civile, indigente, et le document date de 1921. Ça y est, c'est un hôpital psychiatrique. Mais il n'a pas l'appellation d'hôpital psychiatrique. Là, on va trouver hôpital de Brachid, de Marie-Feuillet à l'hôpital de Brachid. Là, on va trouver hôpital de campagne de Brachid, c'est pour un autre patient. Là, on va trouver hôpital militaire de Brachid, service de neuropsychiatrie. Alors, en même temps, la même période, les Français ont construit d'autres structures que vous connaissez tous. Il y avait un asile à Ben Hamed, un asile autre à Titmellil, et Fès verra le premier chantier de son hôpital psychiatrique aux portes de la ville en 1947. Et ainsi, l'administration coloniale va s'occuper de ce chantier de la maladie mentale, et elle va déclencher un chantier, et elle va s'appuyer sur la conception de Porot, qui dit qu'il faut deux structures psychiatriques, une structure de première ligne et une structure de deuxième ligne. C'est un terme emprunté au langage militaire. Une structure de première ligne où les malades d'abord vont être reçus. Si c'est aigu, si c'est temporaire, on les soigne, on s'occupe d'eux quelques mois et ils rentrent chez eux. Si on rentre dans la chronicité, c'est les hôpitaux de deuxième ligne qui vont les prendre en charge pour une longue période, et c'est le cas de Brachid. Donc Brachid, c'est un hôpital de deuxième ligne. Mais il ne va pas fonctionner uniquement comme hôpital de deuxième ligne, il va fonctionner comme hôpital de première ligne pour les régions avoisinantes. Donc des services de première ligne, les urgences psychiatriques, et puis les services de deuxième ligne, et c'est pour recevoir les malades nécessitant des soins plus prolongés et donc les cas chroniques. Alors, Brachid. Et il y avait des distinctions, c'est comme ça, entre les malades marocains, qu'ils appelaient indigènes, et les malades européens ou les Israélites. Les Israélites et les Européens ont été traités à part, ils avaient des pyjamas, tout, leur alimentation était... alors que les malades marocains, c'était Gandora, puis il n'y avait pas de lit, et c'est décrit. Alors, là, en 1931, il y a un daïr qui va organiser le fonctionnement de cet hôpital, et il va recevoir l'appellation hôpital neuropsychiatrique de Brachid. Donc, il devient autonome sur le plan financier, il a un médecin directeur, et il y a une commission consultative formée de 7 membres. Le voici le daïr. المستشفى المتخصص بمعالجة الأمراض العصبية العقلية بالرشيد يدرج في عدد المؤسسات العمومية ابتداء من فاتح أبريل 1931. يتولى تدبيره طبيب بصفة مدير بمعاضدة لجنة استشارية إلى آخره، وحرر 18 mars 1931. Donc là, 1931, c'est l'hôpital neuropsychiatrique de Brachid. Une vingtaine d'années après, l'hôpital reçoit entre 1000 et 1200 malades pour une capacité de 800 lits. Et la majorité des malades viennent de la région de Casablanca. Pourquoi? Parce que seules les régions éloignées adressent les malades chroniques. Brachid, il y avait toutes les pratiques récentes d'époque. Il y avait la sismothérapie, la mariothérapie, le traitement par... les traitements d'époque étaient pratiqués à Brachid. Il y avait en 1951 la création d'un service dentaire au sein de l'hôpital, parce que les neuroleptiques détruisaient beaucoup les dents des malades mentaux, donc il y avait un dentiste sur place, et en même temps il y avait un service pour enfants
pas dans le sens de service de prise en charge pour enfants, mais c'était plus pour une structure pour recevoir les enfants irrécupérables. Alors le docteur Paltrow, qui était dans les années 50-51, faisait l'éloge de la sismothérapie, l'électrochoc, pour la simple raison qu'elle abrégeait la durée du séjour des malades et qu'elle avait un moindre coût financier. Alors, avec l'avènement de la sismothérapie, on voit la durée des hospitalisations diminuer et donc c'est un petit début de sortie de malade et là il va commencer à perdre son caractère asilaire. Après l'indépendance, il y avait une petite réorganisation. Les chalets ont été portés des noms. Au départ, c'était des noms français. Après, c'est des noms arabes. Et ça va pousser, après l'indépendance, en 1965, ça va inquiéter le gouvernement marocain. Barchid posait problème. Il est surpeuplé et les conditions d'hospitalisation sont inhumaines et on va par derrière désigner une commission consultative pour 3 années successives, 65, 66, 67 et le voici. Donc sont nommés pour les années 65, 66, 67 des membres de la commission consultative de l'hôpital neuropsychiatrique de Barchid et tous ce sont des représentants des autorités locales des communes adjacentes. Et alors, à la suite de cette commission consultative de 65, 3 ans après, on va fermer le robinet d'El Barchid. On va désigner des quotas pour les provinces pour y transférer les malades chroniques qui vont rester à Barchid à vie, entre guillemets. Donc, Fès avait droit à 24 malades, Agadir, Oujda. Et alors, on ne voit pas Tétouan. Parce que Tétouan avait son hôpital psychiatrique, Mallorca. Et l'activité de l'hôpital va se trouver un petit peu limitée, perturbée, parce que les coopérants étrangers, après l'indépendance, ils vont partir. Le Maroc n'a pas quasiment de psychiatres. En 1972, il n'y a que 3 psychiatres marocains. Et l'hôpital, il devient plus un centre d'internement, asile psychiatrique que réellement structure de soins. Et l'ergothérapie, dans ces années-là, a été perdue et n'était plus pratiquée. Alors que le médecin de 1970, qui était étranger, qui n'était pas marocain, Bouzidar, il décrit dans un bulletin interne la nécessité de la pratique de l'ergothérapie au sein de l'hôpital. Et puis notre personnel paramédical ne doit pas oublier que l'ergothérapie révolutionne actuellement la psychiatrie. Et puis il rappelle à nos infirmiers que l'ergothérapie faisait partie du programme de traitement des malades mentaux qui étaient internés au centre psychiatrique de Sidi Frej. 1972, on a un premier psychiatre de la fonction publique, un enseignant, le professeur Taïb Chkili, et il va prendre lui-même, en personne, la promotion de la santé mentale, mais en fin de compte, il ne va faire que exécuter et mettre en œuvre le Dahir de 1959. Ainsi, il va d'abord dresser un état des lieux, 19 psychiatres, 1972, le Maroc, 19 psychiatres en tout, dont 3 Marocains. Et les autres psychiatres, la plupart, ne sont pas arabophones, et ils sont un petit peu loin de notre contexte socioculturel. Ils sont soit polonais, bulgares, roumains. Il y a 176 infirmiers, mais il n'y a que 54 spécialistes. Les autres, c'est des auxiliaires de santé. Il y a 10 hôpitaux et le seul hôpital de Barchid
un de 2000 lits, c'est énorme. Et il va insister, il va batailler pour la promotion d'une psychiatrie qui tient compte des données socioculturelles, la promotion d'une psychiatrie qui va être axée sur les activités ambulatoires, la participation de la famille, de la société. Il va intervenir pour la formation des cadres médicaux, paramédicaux. Il va... moi, quand j'étais étudiant en médecine, la psychiatrie ne s'enseignait pas dans les cours théoriques. La construction d'unités psychiatriques légères intégrées dans les hôpitaux généraux. Il va interdire toute extension dans les hôpitaux psychiatriques, y compris Barchid, et en même temps, il va faire un petit système de collecte de données, de statistiques concernant la maladie mentale et la formation de certaines généralistes en matière de psychiatrie pour s'occuper des malades mentaux dans les régions lointaines. Et ainsi, avec le projet du professeur Taïb Chkili, qui va passer, enfin on va l'exécuter en 1974, l'hôpital Barchid va perdre son caractère national et il va devenir comme un service de psychiatrie dans un hôpital général. Alors, le premier médecin-chef marocain, c'est le docteur Zine. Donc, l'hôpital psychiatrique de Barchid n'est commandé par un médecin marocain qu'en 1978, par docteur Zine. Et dans la liste des médecins-chefs qui se sont succédés à l'hôpital Razi, il y a un vétéran, il est présent parmi nous, le docteur Ziuzio, qui était médecin-chef de cet hôpital durant 8 ans, et face à 2000 malades dont il y a une grande part de médico-légaux et de chroniques, il a changé de stratégie de prise en charge des malades. D'abord, il a réhabilité l'ergothérapie, ça c'est une pratique psychiatrique de prise en charge des malades mentaux courante, mais surtout, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a humanisé l'hôpital. C'est-à-dire, il a fait sortir les malades de leur pavillon. Il y avait 20 hectares qui n'étaient là. Donc, il y avait une activité de jardinage. Il a réouvert les ateliers, celui des tissages pour les femmes, d'autres ateliers, poterie, ainsi de suite. Et il décide en 81 de faire des portes ouvertes. Hôpital psychiatrique, porte ouverte. Alors que normalement, un hôpital psychiatrique censé être fermé. Et il va inviter 10 grands noms de la peinture marocaine. Actuellement, ils sont inaccessibles. Chaibi, Al-Qassimi, Miloudi, Hariri, Shba, un Palestinien, Salim Salama. Si l'hôpital Barchid, dans le temps, avait pris de chaque peintre un tableau, l'hôpital serait actuellement, il aura un trésor. Et le sculpteur Zkali. Donc, les malades ont participé à l'événement, les peintures murales, la musique, enfin plein d'activités. Il avait une salle de cinéma qui était pratiquement fermée. Comme tous les hôpitaux français, il y avait toujours les annexes de la vie dans les anciens hôpitaux. Cinéma, coiffeur, poste, boulangerie, ainsi de suite, cordonnier et tout. Donc, il a rénové cette salle de cinéma. Et dans le temps, en 80, il n'y avait pas de film marocain. Donc, il a fait appel au Centre culturel français, au Centre culturel égyptien. Et chaque jeudi, la CTM emmenait à l'hôpital un film et il y avait par pavillon un nombre limité de patients qui venaient regarder le film. Et le point le plus fort, c'est que le cinéma de Barchid, l'atelier de cinéma de l'hôpital, est sorti en ville à Barchid pour faire des projections en plein air. Et donc, les médias, les écrivains se sont rendus à l'hôpital. Il y a un numéro spécial de l'Alam
sur cette semaine porte ouverte de Brachid, malheureusement que je n'ai pas pu dupliquer. Mais c'est surtout les familles qui sont venues, parce que l'hôpital est ouvert. N'importe qui peut rentrer à l'hôpital. Et les familles vont récupérer leurs malades. Ils vont découvrir que leurs malades, ils sont actifs, ils bougent. Et c'est comme ça qu'il y a eu une masse de sorties de malades Brachid. Ainsi, ça c'est l'atelier de jardinage. C'est la peinture murale de l'artiste peintre Hamidi. Ce sont les patients de l'hôpital qui ont travaillé cette peinture murale. C'est un patient, la peinture murale d'un patient Hashmi. Et ainsi se termine une parenthèse, l'hôpital Brachid, 1919. Et il devient simple service de psychiatrie dans un hôpital général, et je vous remercie, qui porte un autre nom, Razi, comme celui de Saleh, et ainsi de suite. Et je vous remercie de votre attention. Merci Dr Mihsani pour cette belle page donc, de l'histoire de la médecine marocaine qui fait donc partie intégrante de notre patrimoine. On va donc céder tout de suite la parole au docteur Qadiri. تاريخ الطب النفسي العسكري في المغرب. تفضل يا استاذ.